On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'impôts et des travailleurs autonomes avec Martin Germain. Mais d'abord, l'avenir des golfs. Les citoyens se regroupent en ce moment en prévision de l'Assemblée de lundi. On le savait avant l'élection et on le sait encore plus aujourd'hui, l'avenir des terrains de golf va et sera l'enjeu numéro un du mandat des élus municipaux. On le sait, on a un nouveau maire qui est tourné davantage vers la protection des boisés, protection des espaces verts. Le maire, par contre, il est minoritaire, a l'appui parfois des 2-3 conseillers indépendants. Mais dans le cas des golfs, ça risque d'être drôlement plus compliqué. On l'a vu à la dernière Assemblée du Conseil. Le conseiller Berthelot a tenté de passer une résolution. Il l'a gagnée. Il y avait des conseillers absents. Le maire a posé son veto. Donc, la résolution va revenir à l'ordre du jour le lundi 12 mars prochain. Et visiblement, les gens s'organisent entre-temps pour assumer une certaine présence à l'occasion de cette prochaine Assemblée du Conseil, donc le lundi 12 mars, lundi prochain à 19h30, à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, la coalition Saint-Luc se forme. Avec nous, son représentant, Robert Guinta. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Expliquez-nous un peu, premièrement, vous habitez évidemment le secteur? J'habite le secteur. En fait, ma résidence est adossée au golfe des Légendes. Bon. Et j'y suis depuis 7 ans. Bon. Évidemment, ce n'est pas d'hier qu'on sait que peut-être qu'un jour, que le golfe, les légendes pourraient disparaître. C'était dans l'actualité, mais c'était moins concret qu'aujourd'hui. Voilà. Là, évidemment, il y a un réel projet là, qui est sur la table et qui est en préparation, visiblement. Et ça a fait l'objet, évidemment, d'un enjeu à la campagne électorale. On connaît le résultat de l'élection. Là, sentez-vous aujourd'hui que la menace est plus grande qu'elle ne l'était il y a 6 mois ou 1 an? Définitivement. En fait, ma crainte, c'est que je retrouve dans ce débat-là beaucoup de partisanerie politique, où finalement les citoyens sont des gens de second ordre. Nous ne sommes pas encore consultés et déjà les dés sont lancés. On voit déjà une complication qui n'est pas vraiment nécessaire en invoquant des dispositions de la loi des cités civiles. On pense à l'article 53, je crois, qui a été invoqué, qui exigeait un dépôt d'amendement de résolution au moins dans les 96 heures précédant l'Assemblée. Alors, on cherche d'une façon ou d'autre à compliquer un débat qui me paraît relativement simple. Je pense que les municipalités d'aujourd'hui doivent regarder l'avenir. Et l'avenir se pose sur la qualité de vie des citoyens. Les gens migrent à l'extérieur de Montréal. Pourquoi? Pour retrouver un peu de qualité de vie, un peu de tranquillité d'esprit, un bon voisinage et, évidemment, ce qui n'empêche pas l'évolution de la municipalité. Si la Ville n'avait plus de terrain à sa disposition pour permettre des investisseurs immobiliers, je dirais que c'est peut-être un autre problème. Mais il y a suffisamment d'espace à Saint-Jean-sur-Richelieu pour inviter les promoteurs immobiliers sans pour autant défaire le paysage. Bon, il y a 2-3 idéologies qui s'affrontent. Évidemment, il y a celle, et on l'a vu durant la campagne électorale, le maire Laplante, qui est élu aujourd'hui, ou son candidat, qui était François Blais dans votre district, disait, nous, l'équipe Laplante, on prône de préserver 100 des golfs et, ultimement, la Ville devrait se porter acquéreur de ces terrains-là pour les préserver. À l'opposé, d'autres, même l'équipe Fecteau, qui disait oui, mais écoutez, évidemment, la Ville a encore besoin de revenus de taxation foncière et tout ça, mais il faut que ça se fasse dans le respect. Et même s'il y a la loi 122, donc les citoyens auront toujours droit de vie ou de mort sur les changements de zonage. Et il y a même votre propre conseiller, qui est un indépendant, Marco Savard, qui dit, bien, si les citoyens le veulent, ça va. Si les citoyens ne le veulent pas, bien, il n'y en aura pas. Donc, il y a comme un peu trois idées qui ont l'air à s'entrecouper, mais ceux qui vont dire, oui, c'est bien beau préserver les terrains de golf, mais si la Ville achète ça, ça va coûter combien? Et ça, c'est ça, cette question-là va revenir souvent. Là. Ça va coûter combien? Dire, oui, on aimerait ça les garder, de faire des beaux espaces, mais ça va coûter combien? Quel est le retour sur l'investissement? Il faudrait ne pas ignorer le retour sur l'investissement dans l'attrait de nouveaux citoyens dans une ville qui est quand même une ville qui a subi une transformation par des fusions. Oui. Le quartier de Saint-Luc, à l'époque, était un quartier très, très réputé en raison, justement, de la qualité des résidences, la qualité de son environnement
Et finalement, les fusions ont eu lieu, pas par loi, c'était une loi. Et effectivement, on veut peut-être changer l'image de ce quartier-là. À un moment où déjà la Ville accuse un déficit d'espace vert, selon la propre étude du parti précédent. Alors, je trouve ça un peu bizarre qu'on s'en prenne aux citoyens qui sont pris en otage, en fait, dans ce débat qui, à mon point de vue, a une saveur politique trop importante. Mais est-ce qu'on sait combien ça coûterait à la Ville se porter acquéreur de ces terrains-là? Et selon vous, est-ce que les gens seraient prêts à voir leur compte de taxes augmenter pour préserver ces espaces? Bon, je suis disposé à participer à une étude économique. J'ai fait mes propres calculs et il ne s'agit pas d'un montant astronomique. On peut prendre l'exemple du parcours du cerf de Longueuil, qui est un des golfs les plus rentables, qui est une association qui gère au nom de la Ville cette entreprise-là, qui comporte 36 trous de golf, un très beau clubhouse, toutes les facilités. Et ce clubhouse-là, excusez-moi, ce terrain de golf-là s'autofinance. Il y a d'innombrables possibilités, même à l'extérieur du golf. Le terrain est muni de 3 lacs avec une faune incroyable. Pensons un peu à d'autres activités. Le ski de fond, la raquette. On pourrait même penser à une mini-érablière. Il y a des érables sur les terrains. On pourrait penser à une patinoire en période d'hiver. On pourrait peut-être même penser à une plage en décontaminant les lacs. Il y a d'innombrables possibilités. On pourrait charger des frais d'adhésion minimes pour avoir accès aux facilités. Une piscine, un gymnase, plein de choses qui sont accessibles à peu de frais. Et je pourrais, à la lumière des interrogations qui seront posées dans le cours des débats, fournir des exemples. Il faut se rappeler que le propriétaire actuel, qui est en droit de vendre son terrain, a bénéficié de plusieurs avantages fiscaux au niveau des taxes, au niveau de l'acquisition des terrains, au niveau de la vente des terrains dont il était propriétaire, qui ont servi à des habitations attenantes au golf. Alors donc, il a eu certains bénéfices. Et là, maintenant, bon, on se plaint que le golf est en voie de disparition. C'est faux. Moi, j'ai des jeunes enfants et mes enfants jouent au golf. Et je regarde la clientèle sur le terrain de golf, la légende, je la vois, ma maison est située au départ du 9e trou. La clientèle n'a pas 70 ans. Là. La clientèle est d'âge moyen et on retrouve plusieurs jeunes qui commencent à s'adonner à ce sport-là. Donc, pour vous, il est faux de dire que le golf est en péril autant qu'on le dit. Et ce que vous dites, c'est que même si la Ville se portait acquéreur des terrains, que le coût sur le compte de taxes ne serait pas si important. Absolument pas, absolument pas. Il faudra tenir compte, cependant, du prix qui a été payé à l'origine pour ces terrains-là. Parce qu'un promoteur, n'oublions pas qu'un promoteur va avoir un prix pour l'ensemble de tous les terrains et va revendre ces terrains-là au prix du marché. Bon. Alors, c'est lui qui va encaisser les gros revenus. Là. Bon. Je reviens à ce que vous avez dit en introduction, que ce dossier-là, évidemment, c'est un dossier politique parce que la décision, ultimement, elle va être prise par les politiciens, par le Conseil. Mais vous semblez dire qu'actuellement, les politiciens, disons, je ne dirais pas déforment, mais disons, n'utilisent pas à bon escient cet enjeu-là actuellement. Moi, je perçois que la table est déjà mise. Et la raison est fort simple. Je regarde le problème de l'aéroport, qui est un autre problème, où on va procéder par consultation publique. Moi, je demeure à Saint-Luc. L'aéroport, moi, je ne suis pas importuné par le bruit. Ça concerne les gens de l'aéroport. Je suis probablement plus importuné par le bruit causé par l'aéroport de Dorval que l'aéroport de Saint-Jean. Alors, je pense qu'il faudra quand même donner un peu de saveur et de crédibilité à ces comités-là. Et ça n'a pas été articulé. Il semble qu'on veuille adopter un changement au zonage à la sauvette et que tout est déjà cuit. Alors, c'est l'impression, après avoir écouté religieusement chacune des assemblées du Conseil à distance, par accès sur YouTube, et j'ai suivi tous les débats. Et déjà, là, depuis le début, je ressens la même atmosphère que mon ex-employeur, qui a déjà été une municipalité sous tutelle provinciale, et j'étais un des supporters de la tutelle, où on retrouvait ce conflit interminable au détriment des citoyens. Fort heureusement, la commission municipale pouvait intervenir, ce qui n'est pas le cas là, pour l'instant. Mais il ne faudra jamais oublier que
que la commission municipale a le pouvoir d'enquête et d'intervention sans l'appui des citoyens. Si je reprends une phrase du nouveau maire Laplante qui dit, un peu comme à son discours devant la Chambre de commerce, que le fardeau de convaincre revient sur le dos ou sur les épaules des promoteurs. Donc, c'est aux promoteurs de vendre leurs projets aux citoyens. Mais est-ce que vous sentez que vos voisins sont ouverts à voir autre chose qu'un terrain de golf dans leur arrière-cour? Absolument. Absolument. J'ai déjà effectué, dans mon entourage immédiat, ce sondage-là, et dès demain, j'aurai une réponse assez importante, et à l'Assemblée du Conseil de lundi, évidemment, des gens qui supportent soit le maintien du projet actuel, soit le maintien d'un terrain de golf administré par la Ville, soit d'autres activités qui pourront satisfaire les besoins de qualité de vie des citoyens. Mais mes voisins peuvent jouer au golf ailleurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais évidemment, si Saint-Jean est doté des facilités à proximité, tant mieux. Si on peut rentabiliser ces facilités-là, tant mieux aussi. Et je crois qu'on peut le faire. Il y a une multitude d'exemples de terrains de golf profitables. Sentez-vous que vos citoyens se sentent interpellés ou ils sont un peu indifférents au débat à l'égard du golf dans le quartier? En fait, j'ai décidé de prendre le leadership de ce dossier-là, mais déjà, on sentait un fort niveau d'inquiétude. Et plus récemment, j'ai circulé une étude qui a été effectuée par la presse canadienne et qui a été diffusée dans le journal Le Soleil il y a quelques semaines concernant la dépréciation des propriétés suite à la destruction d'un terrain de golf ou son remplacement par un projet immobilier. On évalue la perte financière à environ 25 % alors que ce n'est pas ça que la prétention de certains membres du Conseil. Alors, nous avons plein d'exemples qui sont là. Et vous, dans votre district, le conseiller qui est élu, c'est Marco Savard, qui est un indépendant, qui avait fait le choix de se présenter indépendant. Oui. Qu'est-ce que vous vous attendez de la part de votre conseiller dans cet enjeu-là? Bien, je m'aurais attendu, avant d'afficher une position de neutralité, qu'il y ait une consultation préalable, avant d'annoncer sa position de neutralité. Dans mon esprit, un conseiller doit faire preuve de leadership. Et pour faire preuve de leadership au niveau de son conseil, il doit consulter ses électeurs. Et je me rends compte que les plus vocables lors des assemblées du conseil sont ceux qui, excusez l'expression, ont réussi à passer par la peau des fesses, avec une mince majorité. Ce qui est le cas de notre nouveau maire aussi. Là. Je ne fais pas de comparaison, mais le conseiller le plus vocable est celui qui représente un petit nombre d'électeurs et qui se présente comme s'il était le défenseur de la cause des golfs de Saint-Luc. C'est même pas dans son quartier. Alors, je m'attendais à plus de leadership de la part de notre conseiller, ce qui n'est pas arrivé. Et d'ailleurs, vous avez sûrement lu mes propos à cet égard-là, qui ont été publiés dans les journaux locaux. Alors, c'est ce qui m'importune un peu, là. M. Guinta, merci beaucoup. On verra le résultat donc lundi prochain, le 12 à l'Assemblée, voir si votre appel sera entendu. On vous remercie, monsieur. Merci. Restez avec nous. Au retour de la pause, on parle comptabilité avec Martin Germain. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Ou encore Guy Ligan. Cette semaine, François, on reçoit Normand Saint-Pierre. Oui, bien connu dans sa famille et moi-même. Exactement. Tu vas nous dire quoi faire dans la Montérégie pendant la semaine de relâche. Voilà. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend.
Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu. Parlons de comptabilité, parlons des travailleurs autonomes également et de l'impôt. On le sait, c'est le moment de l'année où on commence déjà à préparer nos déclarations d'impôts pour le Québec et pour le Canada. Et vous savez qu'à chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes dans la région ici du Haut-Richelieu désigne l'un de ses membres comme étant le membre du mois. C'est probablement un très, très bon timing d'avoir pensé à Martin Germain. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, vous avez d'ailleurs prononcé une conférence devant les travailleurs autonomes le 27 février dernier. Vous leur avez dit quoi à ces gens-là? Des gens qui sont, oui, des travailleurs autonomes, mais qui ont, évidemment, comme nous tous, l'obligation de déclarer leurs impôts. C'est quoi les conseils que vous leur avez donnés? Bien, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai épluché moi-même de mon côté les deux rapports d'impôts pour voir quelles étaient les lignes, quels étaient les endroits qui étaient plus particuliers aux travailleurs autonomes. Question que s'il y en a qui veulent faire leur rapport d'impôt eux-mêmes, puissent le faire. Deuxièmement, bien, je me suis ouvert aux questions. Donc, ça me parlait de kilométrage, ça passe pour ce qui est de tout ce qui touche à l'automobile. Je leur ai donné des conseils aussi pour quand ils vont chez des professionnels. Donc, moi, j'en fais des déclarations fiscales, puis j'ai des gens, des fois, qui m'arrivent avec... Je me demande toujours, quand c'est un premier client, amenez-moi votre dernier rapport d'impôt. Puis des fois, là, le rapport d'impôt, c'est une feuille recto-verso avec le fédéral, le numéro de ligne, le montant à côté, verso provincial, le numéro de ligne, le montant à côté. Ça, c'est le pire que j'ai vu. Fait que je les ai conseillés, j'ai dit, acceptez jamais une affaire comme ça. Moi, quand les gens viennent chez nous, je prends le temps, je dis tout le temps, j'aime mieux avoir 5 clients de moins dans la saison, mais je prends le temps de m'asseoir avec le client, de lui expliquer son rapport d'impôt pour qu'il sache pourquoi il en paye ou pourquoi il en reçoit, qu'il sache aussi si ça risque d'être comme ça l'an prochain. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Par exemple, s'il a déménagé pour le travail, il ne fera pas ça toutes les années. Donc, est-ce que c'est quelque chose de récurrent ou c'est quelque chose d'exceptionnel? Et puis, je leur remets aussi une lettre en plus. Et pendant que je travaille, je prends des notes sur les occasions d'économie d'impôt que le client a manqué en 2017. Et je lui rédige une lettre disant, bien, en 2018, si vous ne voulez pas passer tout droit ou vous voulez sauver de l'impôt, vous pouvez faire ceci, cela, cela. Est-ce qu'il y a des clients qui, parfois, viennent voir leur comptable et vont leur tirer sur le bureau une liasse de factures, puis c'est comme, arrange-toi avec ça? Est-ce qu'il y en a qui font ça, qui vont dire, regarde, moi, là, j'ai ramassé, là, amuse-toi? La traditionnelle boîte à souliers, ça existe encore. Oui. Puis là, c'est vous qui la démêlez. Et voilà. Il y a dans des cas plus faciles, moins faciles, je présume? Oui, surtout les gens qui ont moins d'ordre puis qui leur manquent des papiers importants, bien là, on n'est pas, comme je dis souvent, on n'est pas dans leur petite poche en arrière. Là. Est-ce que c'est facile de faire soi-même son rapport d'impôt? Quand on est un salarié, oui. Il s'agit de suivre là, un peu... le guide fiscal est généralement bien fait, celui que Revenu Québec, Revenu Canada font. Mais quand on arrive puis qu'on a un édifice à revenus ou qu'on est travailleur autonome, là, ça commence à être plus compliqué parce qu'il y a plus de règles à suivre, de normes à suivre, d'exceptions, de plafonds à respecter. C'est drôle la question que je vais poser, mais les gens qui sont mal conseillés, qui n'ont pas vraiment de comptable ou bref, qui font ça un peu eux-mêmes ou qui négligent, est-ce que ces gens-là paient trop d'impôts? Autrement dit, est-ce que parfois ils pourraient bénéficier peut-être d'un allègement qu'ils ne connaissent pas et qui, au final, font en sorte qu'ils paient trop d'impôts? Est-ce que ça arrive, ça? Présentement, j'en ai un sur mon bureau. Quelqu'un qui a un gros salaire, qui a payé beaucoup d'impôts sur ses payes, qui a cotisé à des REER, mais qui n'a pas pris le temps de faire ses rapports d'impôts depuis quelques années. Puis ça y va à coût de 500 puis 800 $ par année que le gouvernement a à lui remettre, qu'il aurait eu dans ses poches s'il avait fait annuellement son rapport d'impôt. Et il ne l'a pas fait. Donc le gouvernement lui doit de l'argent,
mais comme il n'a pas fait ses déclarations, bien, malheureusement, il n'a pas encaissé les retours. C'est ça. Puis peut-être probablement qu'on ne lui court pas après parce qu'on lui doit de l'argent aussi. Oui, c'est ça. C'est un peu le phénomène inverse. Ça a commencé comment, la comptabilité, pour Martin Germain? Est-ce que déjà, au sortir du secondaire, c'était dans l'idée d'aller dans les chiffres? Oui. C'est-à-dire que ça a commencé quand j'ai voulu m'orienter. Mon premier intérêt, c'était l'enseignement. Puis ma mère était enseignante, puis c'était dans le temps où les professeurs avaient tous à peu près quelque chose comme 45, 50 ans. Ils n'étaient pas immédiatement dus à l'âge de la retraite. Les débouchés, il n'y en avait pas beaucoup. C'est ça. Puis elle me disait... C'est voué à la suppléance à vie. C'est ça. Fait que là, elle me disait, Martin, va-t'en pas là-dedans, tu vas être sur le chômage. Fait que je suis allé voir un orienteur, puis lui, il m'a guidé vers ça. Il m'a dit, tu pourrais t'en aller en comptabilité. D'après moi, tu serais bon là-dedans. Donc, j'ai fait mes sciences administratives au cégep. J'ai pris quelques cours supplémentaires. J'ai fait une 3e année pour en savoir plus parce qu'en sciences administratives, les cours techniques, là, on peut en prendre, mais on n'en a pas beaucoup. C'est beaucoup de cours de base. On a les mêmes cours de mathématiques que les sciences pures. Et puis, à l'université, j'ai fait un bac en management, un certificat en comptabilité. Puis c'est quand je suis arrivé sur le marché du travail que là, le premier emploi que j'ai eu, ça a été, en comptabilité, ça a été chez Kimberly-Clark, au compte payable, ceux qui font les mouchoirs Kleenex puis les couches à guise. Donc, remplacer quelqu'un qui était en congé de maternité. Puis, petit à petit, j'ai eu des contrats comme ça, puis ça a fini par tomber que j'ai décroché un emploi permanent comme comptable dans une entreprise qui faisait, entre autres, des monuments. Il était dans le granit, donc il faisait d'un côté des monuments funéraires, de l'autre côté des planchers, manteaux de foyer en granit. J'ai travaillé dans le domaine de la bourse aussi pendant de nombreuses années, avant d'être travailleur autonome, puis j'ai travaillé en médecine. Martin Germain, pour les clients, les gens qui nous regardent, les citoyens, ils entendent souvent le mot CPA, qui est le nouveau mot, mais autrefois, c'était les CGA. Il y a aussi les CMA. Bref, il y a beaucoup d'appellations. C'est quoi la différence entre ce sont tous des comptables, mais qui ont des spécialités? C'est quoi? OK. Si on prend avant l'espèce de fusion qu'ils ont fait là, depuis quelques années, là, pour s'en aller tous vers le titre de CPA, le CA, le comptable agréé, était le seul depuis longtemps à pouvoir vérifier les compagnies qu'on appelle publiques. Autrement dit, les compagnies cotées en bourse. Comme Molson. Et puis même quand c'est des grosses compagnies, ils se mettent deux gros bureaux de comptables ensemble, de CA, pour vérifier. Comme Hydro-Québec, il n'y a pas juste un bureau de CA qui est vérifié. Il y en a plusieurs. Bon. Donc, les compagnies publiques. Les CGA, donc, eux autres pouvaient vérifier toutes les compagnies d'ordre privé. C'est ça. Des compagnies, mais qui ne sont pas nécessairement en bourse. Qui ne sont pas nécessairement en bourse. Et le CMA avait un statut particulier, c'est-à-dire que lui était plus formé pour aller dans l'entreprise. Ouais. Il pouvait faire de la vérification de PME, mais sa formation était plus axée vers la comptabilité à l'intérieur d'une entreprise. D'ailleurs, le poste de contrôleur était souvent occupé par des CMA. Bon. Et Martin Germain, lui, il est quoi là-dedans? Pour que les gens comprennent... Bien, Martin Germain, il a cheminé là-dedans. Il a un baccalauréat en administration, donc il a suivi la plupart des cours qu'on suit dans ce domaine-là, mais moi, j'avais fait ma spécialité première en management. C'est-à-dire que ça me permettait de voir c'était quoi de la gestion de projet. Ça me permettait de voir la direction générale, d'avoir Et puis, ça me permettait aussi de comprendre Vous savez, un vendeur, ça ne pense pas de la même façon qu'un comptable. Puis ça, c'est clair. Un comptable, ça ne pense pas de la même façon que la personne qui est à la production. Donc, ça, d'avoir une formation en management, ça permet de comprendre les autres qui sont autour de la table. Et qu'est-ce qui fait qu'après avoir travaillé pour différentes entreprises, on décide un beau matin de partir à son compte? Parce qu'au début de l'entrevue, on parlait des travailleurs autonomes. Oui. Mais vous êtes vous-même devenu aussi un travailleur autonome comme comptable. Pourquoi avoir fait ce choix? Bien, c'est pas un choix qui a été fait...
Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été un aidant naturel pour mes parents. Oui. Et puis, je suis un fils unique. Donc, après m'être occupé de mon père, de ma mère, en travaillant à Montréal, à un moment donné, C'était lourd. c'est ma santé à moi qui a eu besoin d'un break, comme on dit, d'une pause. Ouais. Et c'est pas tous les employeurs qui sont capables de comprendre que le comptable a besoin d'une pause point de vue santé. Parce que les chiffres, eux, ils continuent C'est de ça. rouler pareil. Là. Et voilà. Donc, à partir de là, je me suis dit, ben coudonc, j'y avais pensé. J'avais commencé d'ailleurs, quand j'étais contrôleur, à faire de l'impôt par les soirs. Puis je m'étais dit, je vais me ramasser une clientèle en impôt. Puis après que je... Mais dans le fond, les circonstances de la vie C'est ça. Vous ont amené vers là. C'est ça. Et comment on aime ça, être travailleur autonome comme comptable? Bien, moi, j'aime ça parce que ça me permet de travailler à l'heure où je veux. Ce que j'haïssais le plus comme contrôleur, c'est quand on m'arrivait avec une pile de papier, ça d'épaisse, à 5h moins quart, sur le coin du bureau, puis qu'on me disait qu'il faut que ça soit fait pour demain matin. Ouais. Puis qu'en réalité, tu t'apercevais qu'une semaine plus tard, ton rapport, il n'était même pas encore étudié. Donc là, quand il est question de travailler le soir, c'est moi qui décide. C'est moi qui sais qu'est-ce que je vais faire. Puis j'entreprendrai pas un travail qui est très corsé le soir ou faire une grosse déclaration très, très punchée. Mais au moins, ça me permet de gagner ma vie par moi-même. Puis l'association, bien, ça me permet de croiser des gens aussi. Martin Germain, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est la saison des nids de poules. Voici comment faire pour le signaler à la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez les informations à l'écran. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, toujours plus facile, à ericlatour@tvhr9.com et allez également sur notre site Internet pour revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. À demain. Bye-bye.